Une question là, c'est est-ce qu'il y a une seule store en fait pour toutes les cibles? La réponse est il y aura certainement plusieurs stores pour plusieurs cibles. C'est du NN. A priori, les web apps en fait devraient pouvoir, si elles sont bien conçues, en fait, justement, on en revient à la question précédente, si elles sont bien conçues, elles devraient pouvoir tourner sur tous les devices. Il y aura peut-être de la validation justement à un moment donné en disant ça se passe sur Android, dire telle application fonctionne bien sur tel terminal mais pas sur tel autre, donc voilà, on l'indique simplement et ça va sûrement être quelque chose de similaire. Bon, je vais essayer de répondre. Entendez-vous? Oui. Bon, on va enchaîner, hein. Ça va vite. Hein. Donc bon, je vais vous présenter le SDK. Pour vraiment, si vous voulez démarrer, c'est pas une revue complète, mais ça vous donne des points d'entrée, ça peut permettre de gagner du temps, hein, parce que bon, on ne peut toujours pas s'en sortir, mais si on fait par essai erreur, forcément c'est plus long que si on connaît quelque chose à dérouler. Donc on va parler du SDK, je vais vous montrer un petit peu comment on démarre une application lambda et puis comment on la déploie sur les différents systèmes. Donc ça y est, c'est parti. Donc ce SDK il se présente comme un IDE. L'intérêt d'un IDE c'est qu'en fait il y a une partie des développeurs qui arrivent à se débrouiller par eux-mêmes avec leur shell Emacs ou VI. Mais il y a une partie qui n'y arrivera jamais parce qu'ils sont habitués à un raisonnement graphique, etc. Donc l'intérêt d'avoir fourni un IDE, c'est de pouvoir adresser tout le monde, donc qui peut le plus que le moins. Au final, tous les petits détails de mise au point, etc., elles sont concentrées à un seul endroit et le développeur se focalise sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire utiliser les API. Vous avez une question? Pourquoi avoir choisi de faire un IDE et de ne pas faire un plugin d'Eclipse? Ça, je pense qu'il y a une volonté, c'est un choix technique, je ne peux pas y répondre parce que je ne l'ai pas fait non plus, mais c'est très compliqué de faire des plugins d'Eclipse parce que chacun a une version d'Eclipse différente, donc ça veut dire qu'il ne faut pas faire un plugin, mais faire un plugin pour toutes les versions d'Eclipse. Si on maîtrise la version d'Eclipse et qu'on fait le plugin qui va bien, parce qu'au final c'est vraiment un plugin, au moins ce travail-là, ce système de référence fonctionne. Après, s'il y a des gens qui veulent l'adapter pour supporter une autre version d'Eclipse sur leur distribution favori. Si c'est open source, et je pense que c'est le cas, j'ai pu voir ça, je ne peux pas le confirmer parce que je n'ai pas vérifié, mais il y aurait moyen de recompiler le SDK ou juste le plugin et du coup arriver à l'intégrer dans un environnement. Après, de nos jours, beaucoup de développeurs n'ont pas peur d'installer 2-3 fois le même environnement. Ça veut dire un IDE par application? Pas par application, par plateforme. C'est la commodité parce qu'au moins on sait que celui-là fonctionne, il marche, il peut être on pourra assurer du support dessus. Si on a quelqu'un qui veut l'adapter, souvent c'est possible, on peut l'adapter, mais par contre on ne va pas faire d'efforts pour accompagner les gens sur leur déclinaison. On le fait déjà sur le système, si on le fait sur les outils, ça fait beaucoup de choses. Donc l'éditeur pour l'édition, donc Eclipse, tout le monde connaît Eclipse, je ne vais pas trop demander dans la salle, peut-être s'il y en a qui ne connaissent pas du tout, je fais une présentation. Ce qui est intéressant, c'est aussi l'exécution. Alors, Tizen est intéressant par rapport aux autres plateformes, c'est qu'il a un simulateur qui permet de voir ce que donne une application HTML5 dans un environnement qui est celui du système hôte, c'est-à-dire le browser du système. C'est très rapide à mettre en œuvre, on peut modifier les sources, recharger, utiliser les outils de debug par exemple de Chromium ou Chrome avec l'inspection, etc. Et il y a un émulateur qui lui est beaucoup plus précis et beaucoup plus gros aussi. On va le voir tous par un outil pour simuler les événements externes, un outil graphique pour dessiner le UI, des utilitaires divers et variés, bref c'est quelque chose d'assez complet. Donc voilà Eclipse à quoi ça ressemble. Donc si vous l'avez déjà utilisé sur le monde Java, il utilise beaucoup Eclipse, mais bon, c'est issu de ce monde-là, mais maintenant c'est adopté dans plein de monde. Donc vous avez les projets qui sont là avec les différentes... c'est des classes en l'occurrence, vu avec le code source que vous allez éditer directement. Différents onglets de log, et puis là c'est le simulateur en l'occurrence, qui simule l'application. Bon, c'est émulateur, pas simulateur. Donc effectivement c'est bien, ça simule bien le device parce que vous voyez bien, mais il a bien la même chose. Le simulateur n'arrive pas à la faire les
Donc, concrètement, si on démarre ça, on a des fenêtres partout. La personne qui ne connaît pas trop, il va falloir qu'elle s'y retrouve un petit peu. Alors déjà, il va se poser la question, j'ai un outil qui me permet de faire plein de choses, qu'est-ce que je veux faire au début? Donc Stéphane a présenté un curseur avec les applications purement JavaScript, HTML5 jusqu'à des applications natives. C'est une question qu'il faut se poser, quoi. Donc ça dépend aussi du développeur, hein. Si vous êtes à l'aise dans des technologies, si vous n'aimez pas trop C++, eh bien, vous ne vous forcez pas à l'utiliser. Si vous aimez pas JavaScript, ne vous forcez pas non plus. Si vous aimez ni l'un ni l'autre, faites reporter un bug comme quoi il manque un langage et peut-être qu'un jour on le fera. Si vous n'aimez pas programmer, vous pouvez quitter la salle. Donc les web apps, sérieusement, c'est facile à prototyper. Il y a beaucoup de gens qui sont mis à coder des sites web en HTML5, puis PHP, etc. et qui ne sont pas du tout issus d'un monde de programmation, mais à force de lire un langage assez simple, ils ont réussi à comprendre des bases et du coup ils se sentent suffisamment à l'aise. Donc ça c'est intéressant parce que il y a un langage de programmation où il faut compiler, corriger les erreurs, comprendre comment utiliser un compilateur, ça freine énormément de développeurs. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui vont pas oser faire d'applications mobiles parce que c'est trop compliqué ou bien il faut passer par un développeur extérieur, etc. Alors qu'il y a plein de boîtes aujourd'hui qui ont intégré le métier de webmaster où ils prennent au sérieux. Du coup, ces personnes-là pourraient être amenées à créer des applications mobiles, chose qui est très intéressante. Ça veut dire qu'il y aura peut-être autant d'applications mobiles qu'il y a de sites web. Et peut-être même que tous les sites web seront déclinés en version mobile. Donc, je n'ose pas imaginer la taille des stars. Donc Web Apps HTML5 standard, donc forcément portabilité aisée. Donc on peut faire des portages très faciles, soit selon une déclinaison de Tizen, c'est-à-dire typiquement, je sais pas, quelqu'un pose la question entre une télé et puis un smartphone, ce sont des facteurs différents, il suffit de le prendre en compte dans le projet et puis c'est réglé. Et si éventuellement il y a d'autres plateformes HTML5, le travail il est fait qu'une fois. Il est éventuellement repackager, recompiler, on refait le format qui va bien pour le store qui va bien, mais le déploiement il est payé qu'une seule fois. Ça parle beaucoup aux décideurs en fait. Donc ce que je disais là, le format de package, c'est un format standardisé, c'est une archive avec le code source à l'intérieur. Par contre les applications natives, là c'est un autre monde, c'est du C++. Toutes les fonctionnalités sont regroupées sous le namespace Tizen de quelque chose, donc vous avez différents Tizen bases où il y aura les fonctions de base du système, des appels système du système d'exploitation. Après vous avez tout ce qui est UI, tout ce qui est user experience, les sensors, etc. Donc performance optimale puisque c'est du natif. Vous pouvez peut-être même linker avec du code assembleur si vous avez envie d'optimiser des trucs pas très particuliers. Dans le multimédia, typiquement des codecs, des choses comme ça, il y a très peu de plateformes mobiles qui permettent d'avoir un accès au maximum de performance du processeur. Là, on peut le faire. Donc, on supporte les libs standards C++, 3D OpenGL, le lib XML2, et j'en passe. OpenAL pour l'audio aussi. Et là, le format des packages, vous avez deviné, c'est Tizen package. Donc c'est pareil, c'est une archive qui égale une application qui sera déposée sur un store et téléchargée par les clients, les usagers. Prérequis. Donc actuellement il est fourni pour tous les trois OS qui se battent avec le marché aujourd'hui. Ubuntu, moi j'ai des biens mais ça marche aussi, donc je pense que toutes les distributions Linux, il y a moyen d'arriver à le faire marcher en adaptant ce qu'il faut. Windows et macOS, forcément pour adresser le max de monde. Et dernier système de référence, donc la question m'a été posée sur pourquoi Eclipse, moi je dirais carrément pourquoi il n'y aurait pas un OS de référence pour développer les applications aussi. Et le projet sur lequel on a travaillé, c'est exactement ça, c'est un système Linux complet qui supporte le SDK et qui fonctionne. C'est-à-dire que si vous avez ça, normalement vous êtes calé exactement sur les mêmes outils que nous on utilise. Donc au final, quelque chose d'homogène qui est contrôlé et qui est optimisé surtout pour les architectures Intel. C'est aussi une façon d'être au plus proche des optimisations pour ce qui est 3D, etc. Typiquement, si on devait fournir des choses externes, on n'aurait pas une contrôle le plus facile, quoi. Donc l'ergonomie, vous avez vu, Stéphane a fait une démonstration un petit peu du bureau.
C'est assez proche d'une distribution classique, hein, c'est pas du tout, on n'a pas pris un écran de mobile qu'on vous a reformaté pour que ça rentre dans un laptop, c'est un desktop commun. Les applications que vous avez, c'est pareil, c'est des applications qui existent dans le monde. OpenOffice, vous l'aurez, il n'y aura pas de restriction, on ne pensera pas utiliser un truc qui ressemble à un téléphone sur un ordi, c'est fait pour un PC. Après, il y a eu l'intégration aussi des jeux là, qui ont été fournis par Valve, là, la plateforme de jeux Linux qui a été libérée cette année. Ensuite, oui, tout ce qui est, il y a aussi une façon de faire des widgets pour mettre sur le desktop, hein. Donc il y avait les comptes Twitter, etc. tout à l'heure. Et ça a été démontré il n'y a pas très longtemps, donc en fait c'est un projet sur lequel on travaillait depuis longtemps, mais maintenant il a vu le jour, donc on peut en parler plus facilement. Donc c'est ce que vous a montré Stéphane. Donc si vous voulez vous jeter à l'eau, premier point, vous êtes un développeur, donc vous allez directement sur la section développeur, vous téléchargez le package qui va bien, vous lancez l'installeur. C'est une archive qui s'auto-extractible et qui télécharge les différents modules, qui se met à jour d'elle-même aussi si jamais il y a des nouvelles fonctionnalités ou des corrections. Vous faites un refresh dans Eclipse et puis les composants se reviennent. Il faut, oui, pour la partie simulation que je vais présenter plus tard, il faut aussi installer le browser Chrome, qui est aujourd'hui un des browsers qui supporte le plus l'HTML5 en fait. Puis là, nous, on a parlé de WebKit avant, donc c'est cohérent d'avoir du WebKit à deux endroits. Donc quand vous démarrez, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez votre éditeur dans un coin, vos projets. Ça, cette partie-là, on la verra, c'est qui est la connectivité aux différents environnements d'exécution, les logs des problèmes, puis les propriétés, les différentes vues selon les contextes où on est. Donc vous le démarrez. Si vous voulez démarrer, le plus simple c'est faire un Hello World, c'est-à-dire que vous démarrez vous rentrez par le premier menu, première sous-menu et premier truc après, vous avez cette image, vous cliquez sur tous les trucs par défaut et vous avez une application qui va faire un Hello World sur téléphone ou autre, machine à laver, grille-pain, etc. Donc voilà le projet généré. Ça va être les gens du monde du web, ils vont retrouver un peu leur petit, il n'y a rien de magique. Un fichier HTML où il y a la description de l'interface qui peut être fait avec éventuellement des frameworks type jQuery mobile ou d'autres frameworks. Je pense qu'a priori tous les frameworks JavaScript qui sont disponibles pour le web devraient être disponibles pour Tizen, il n'y a aucune raison que ça ne soit pas. Après, il faut soucier d'un point de vue ergonomie. Si vous affichez sur un petit écran, peut-être qu'il va falloir prendre un framework qui fait des petits boutons, etc. Tout ce qui est logique, vous allez le concentrer dans des fichiers JavaScript. Tout ce qui est apparence, typiquement les styles, etc., vous allez utiliser SSS, c'est fait pour ça. Les images, pareil. Truc spécifique Tizen, c'est ce fichier config XML qui définit en quoi, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette application, quel est son nom, quelles sont ses capacités, etc. Donc le simulateur, c'est ce que j'ai parlé, c'est un déguisement de Chrome qui permet de voir l'application. Ah, j'ai menti tout à l'heure, j'ai dit que c'était pas carré, mais c'est bien arrondi, donc c'est à peu près une vue du téléphone s'il était plus ou moins avec les specs du PC, donc ça ne correspond pas à un device réel, mais ça permet d'avoir une vue rapide. Et puis là, d'avoir plein d'outils pour pouvoir justement faire de l'introspection, injecter des événements, changer des... J'aurais pu vous faire j'ai pas de réseau, mais j'ai une application de map où on peut simuler le GPS, on déplace un curseur sur une carte et puis pof, ça se rafraîchit dans l'application. C'est assez élégant comme façon de faire. Donc il y a vraiment tout, il y a NFC, il y a plein de choses matérielles qui sont simulées. Donc simuler, ça veut dire que ça se passerait comme ça, mais on n'en est pas sûr, on ne peut pas le garantir. Donc si la simulation est efficace, c'est bien, mais peut-être que la simulation va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus lente, donc ça ne peut pas vous donner l'expérience utilisateur finale. Donc c'est bien pour un développeur, mais c'est pas du tout suffisant. Donc pour le démarrer, vous avez votre programme Hello World, vous allez dans le menu Run. Là vous avez une entrée qui s'appelle Tizen Web Simulator. Donc, facile à retrouver. Et là l'émulateur, là c'est beaucoup plus subtil.
C'est pour ce cas-là, c'est un téléphone qui est émulé et vous avez le même. En théorie, vous avez exactement le même code qui est sur votre téléphone, sauf que là, il a été recompilé pour le système hôte qui est du x86 et c'est virtualisé dans une machine virtuelle. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus. Si vous avez des bugs sur le téléphone, vous allez les retrouver là-dessus et vice versa. Par contre, c'est moins performant, c'est plus gourmand en mémoire, mais plus réaliste. Donc pareil, vous le renvoyez à travers l'outil de connexion. Et ce qui est intéressant aussi, c'est dans la vue du Connexion Explorer, vous retrouvez le file system du device. Donc du coup, vous pouvez aller éventuellement voir si le fichier log en temps réel. Bref, votre imagination, je vous la laisse faire. Injection d'événements, comme on disait tout à l'heure. Donc je peux recevoir un appel, simuler ce genre de choses. Pour l'utiliser, il y a juste peut-être que vous avez besoin d'ouvrir votre terminal. Ça sera la seule fois, donc pas de panique. Ça se passe bien. Il faudra juste lancer un outil qui génère une clé, un certificat qu'il faudra associer à votre environnement d'exécution qui permet de dire qu'en fait tel développeur a fait telle application. C'est juste ce travail-là qu'il y a à faire. Après, globalement, tout s'utilise graphiquement via l'IDE, donc c'est intuitif. Donc si on veut l'exécuter par contre sur un device, là c'est plus compliqué parce que peu de gens aujourd'hui ont les systèmes de référence, c'est celui-là. Donc il y en a eu plusieurs versions. Et Tizen est un projet où il y a de l'intégration continue, ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un commit, ça sera compilé au plus vite et il y aura une image disponible au plus vite pour que les gens puissent tester. Donc ça veut dire que des images qui ont flashé sur téléphone, il n'y en a pas une qui est sortie au début, il y en a tous les jours, toutes les heures, enfin il y en a énormément. Donc ça veut dire que si vous allez prendre telle version en tel temps, vous aurez telle fonctionnalité qui marchera, telle autre, celle-là elle sera peut-être désactivée, il y en aura une autre. Donc la procédure de flasher régulièrement pour avoir un système, il faut la connaître et c'est bien de rattraper un peu, d'être le plus proche du développement des gens qui font Tizen. Si vous faites une appli Tizen qui est sur le Tizen 2 et que en septembre c'est Tizen 3 qui inonde le marché, vous êtes un peu en retard, quoi. Donc la procédure, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut télécharger un fichier qui est une archive avec différentes partitions. Il faut installer les drivers 3D, là c'est ce que j'ai, la question qui a été posée tout à l'heure. Et si vous avez des questions, en général on centralise tout sur un wiki. Après, une fois que ça c'est fait, on vous branchez par un câble USB le device, il est vu dans Eclipse. Donc c'est bon. Donc ce qu'il faut retenir, c'est un code source, plusieurs environnements d'exécution. Bon, alors j'avais pas de télé pour faire la photo, mais on aurait pu très bien imaginer une calculette sur une télé ou bien... Alors vous l'avez sur le... Donc ça c'est le Tizen device de référence. La première version, il y en a une meilleure depuis. Ça c'est le... Alors que je ne me trompe pas. Ça c'est le simulateur. Ça c'est le... Non, ça c'est l'émulateur, ça c'est le simulateur. Et ça, c'est l'appli qui tourne sur l'environnement Tizen PC. Donc en fait l'appli que vous avez faite, vous pouvez la déployer aussi sur votre desktop. Donc, tu veux la montrer? On va la démarrer, attends, je vais voir juste après ce qu'il y a. Je vous la montrerai dans une partie démo après. On va finir ça et on fait la démo après. Donc, pas de restriction. On veut vous donner tout ce que le système est capable de faire. Il faut que ça puisse être dans votre mesure accessible. Donc si vous voulez accéder directement, je sais pas moi, quelque chose d'audio pour faire quelque chose, il suffit de rajouter l'API d'audio pour pouvoir l'utiliser. Si vous voulez répondre aux appels, c'est pareil, vous pouvez avoir cet accès et ça sera l'usager qui au moment de l'installation décidera s'il veut autoriser l'application à faire ça. Donc s'il installe, je sais pas moi, le sabre laser et que le sabre laser il dit moi je veux accéder à ça et ça, dites-vous qu'il y a quand même quelque chose de louche. Prenez les applications qui répondent à vos besoins et ne vous embêtez pas à prendre des choses qui ne font pas des choses qui sont censées faire. Donc un éditeur graphique pour faire des interfaces enrichies. Il y a un concept avec des dynamiques de pages, etc. Je ne vais pas le rentrer en détail, mais si c'est documenté, ça vous le trouverez si ça vous intéresse. Mais je pense que beaucoup de gens ici préfèrent écrire le code source directement.
Les applications natives dont j'en ai parlé à l'instant. Il y a des outils très intéressants justement pour profiler, parce que si on fait du natif, c'est qu'on veut savoir, on veut avoir la performance, et pour savoir si on a la performance, il faut pouvoir la mesurer. Donc il y a des outils pour ça, qui sont des outils du kernel Linux, qui permettent de savoir quelle est la fonction qui a pris le plus de temps, dans laquelle on est plus rentré. C'est des outils d'analyse qui sont très intéressants. Et pareil pour les développeurs C++, Valgrind, qui est un outil pour traquer les fils de mémoire, qui est aussi issu du monde open source. Pour démarrer un projet natif, pareil, vous passez par le menu, plutôt que choisir une application web, vous choisissez une application native et vous avez votre programme. Donc vous avez une fonction main qui s'appelle TizenMain, qui permet de rentrer, et après vous avez un cycle de vie qui est spécifique à l'application native, quand c'est que l'application doit être mise en background, si elle est interrompue, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Vous pouvez créer aussi des saisies d'input, des méthodes de saisie pour pouvoir mettre des systèmes de clavier ou de gesture, etc. Vous pouvez mettre des choses, enrichir la plateforme pour lui donner d'autres fonctionnalités, ou bien faire des bibliothèques que vous pouvez éventuellement fournir pour d'autres développeurs qui vont construire des applications avec, etc. Ou même prendre des librairies externes. Donc, ça n'en est pas parlé avant, je crois que Stéphane en a parlé, je ne sais plus. Il y a moyen aussi de combiner tout ça, faire du HTML5 et du natif, c'est-à-dire que là on a besoin de la performance, ou si on fait une API entièrement HTML5 et qu'on voit qu'elle est trop lente ou qu'il y a quelque chose qui peut être optimisé, on va sortir ce qui est gênant et on va refaire cette partie-là en natif et on va interconnecter les deux. Donc ça peut paraître un peu compliqué, mais néanmoins vous avez les outils pour mettre au point, c'est-à-dire que vous allez pouvoir débugger toute la partie JavaScript avec un débugger. Dès que vous rentrez dans la partie native en C++, là vous basculez dans un débugger C++, vous avez votre code C++, vous pouvez synchroniser les deux, etc. Donc ça c'est quelque chose de possible qui est, à ma connaissance, qui devrait répondre à la frustration de beaucoup de gens quand le projet Tizen avait été présenté au début. Les gens avaient dit que c'était exclusivement HTML5, etc. Mais en fait, la plateforme permet beaucoup plus que ça. On va arriver bientôt à la fin. Oui, vous n'êtes pas seul. Il y a énormément de documentation qui sont fournies dans le SDK. Il y en a énormément en ligne. Il y a dites-vous que si vous avez un problème, peut-être quelqu'un d'autre l'a eu avant vous, et si vous avez moyen de bénéficier du temps et de l'effort de la autre personne, eh ben, ça sera gagné pour vous, quoi. Mais globalement, le SDK essaie de couvrir, la doc qui est fournie avec le SDK essaie de couvrir tous les cas. Et elle est assez énorme. Moi, j'ai pas lu du premier au dernier mot, mais il y a moyen d'y passer du temps. J'en ai pas trop parlé, on peut débugger, on peut faire des outils de traces. Oui, c'est très intéressant. Il y a une quinzaine d'applications qui sont fournies avec le SDK qui me semblent très intéressants pour ceux qui sont plutôt qui sont plus qui préfèrent voir comment les gens ont utilisé plutôt que de savoir d'apprendre de façon académique toutes les possibilités de la plateforme. Donc dedans, ces applications elles ont été faites notamment par des gens d'Intel et d'autres. Il y a des façons de faire dedans qui sont intéressantes, et si vous pouvez vous les adapter ou les enrichir, ou même les petits piquer 2-3 trucs à gauche, c'est fait pour ça, servez-vous. Toujours pareil, si vous avez des questions, je ne sais pas trop le temps qu'on va avoir, si vous avez des questions précises où je n'ai pas répondu, ou n'hésitez pas à me contacter par mail, soit je vous répondrai si je peux répondre, ou sinon je vous aiguillerai vers quelqu'un qui pourra vous donner une réponse, notamment sur des choix stratégiques de Intel, Samsung ou des autres. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est en charge de ça. Donc voilà, bon, on arrive à la fin. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on avait sur Tizen PC, là, sur les applications HTML5 qui s'intègrent donc au même titre que les autres applications. Donc l'utilisateur ne fera pas par exemple la différence entre une application de Sudoku, c'est une application GNOME qui est en fait tout à fait qui n'a rien à voir avec Tizen, mais qu'on distribue à titre d'exemple, que vous pouvez avoir sur votre distribution préférée.
ou bien une application Tizen qui elle se lance de la même façon. Qu'est-ce que c'est ça? Ah non, ça c'est notre application, j'ai lancé autre chose. Non, ça c'est une partie SDK. Donc ça c'est une application native qui est pas en HTML5. Par contre, on va en trouver d'autres. Le test. Allez, la calculette parce que vous aimez ça. Donc voilà la petite calculette qui a été faite au niveau HTML5 dans le truc. Par contre, ça vaut le coup de. Là, il y a peut-être un effort justement de thème pour essayer justement de faire quelque chose de plutôt en mode paysage que portrait. Ça, cet effort-là n'a pas été fait dans cette application. Donc, il y a des jeux aussi, je crois, je dois en avoir là. Ouais. Donc, Reversi en anglais, Othello en français. C'est qui joue en premier? Moi, je sais plus. Ah, vas-y. Donc, il y a peut-être c'est passé la version. Attends, je vais en montrer aussi. Quelle heure il est là? Parce qu'on va passer à. Ah oui, j'ai aussi le phone avec la même appli. On doit libérer la salle bientôt. Hein. Si vous avez des questions, il y a un buffet après. Moi, je peux répondre personnellement aux gens qui veulent m'interrompre. Je suis là. Les slides, oui, ça sera public. J'ai mis mon adresse à un moment sur qui est le wiki Tizen. Je mettrai le lien à cet endroit-là. Sinon, en espérant que votre moteur de recherche préféré fonctionne, vous arriverez à les trouver. Je peux vous les copier si vous voulez aussi. On a d'autres questions dans la salle? Visiblement, le buffet se passe dans cette salle. C'est ça, exactement. Donc du coup, en fait, on est un peu plus libre au niveau timing, donc on peut prendre des questions. Éventuellement, si tu voulais montrer le SDK. Je peux faire ça, ouais. À la rigueur, je vais faire circuler le micro pour les questions. Intel propose un XDK. Pouvez-vous comparer le XDK avec le Tizen SDK? La réponse est non. Pour la bonne raison que je ne connais pas le SDK. Vous pouvez en parler peut-être éventuellement. C'est lié à Tizen ce produit? D'accord. C'est peut-être un outil pour faire des développements beaucoup plus bas niveau pour les gens qui travaillent sur des extensions. Est-ce qu'on peut utiliser l'inspecteur Chrome pour débugger sur le device? Je pense pas. Tu as le debugger et l'inspecteur qui est inclus dans Eclipse. Est-ce que c'est, je pense que c'est un inspecteur de WebKit pour dire plus largement. Donc, est-ce que c'est sur Chrome? Qu'est-ce qu'il a en plus particulier? Je sais pas. Donc c'est effectivement oui, c'est WebKit. La réponse c'est WebKit. Donc, tout ce que vous connaissez sur WebKit, vous devrez le retrouver dans le projet Tizen. Cordova supporte déjà Tizen. Il y a une présentation qui a été faite entièrement là-dessus. Du coup, la question était plus ou moins liée. Est-ce que votre push hybride est géré par Cordova? Vous avez votre propre push hybride et Cordova fait une autre implémentation de cette push hybride? Cordova n'est aujourd'hui, à ma connaissance, pas intégré dans le projet Tizen. C'est un produit annexe, donc nous, on n'a pas cette technologie-là. Néanmoins, je pense qu'il y a du recouvrement, il y a des choses qui sont similaires. Alors peut-être que Cordova aussi a récupéré des choses. Après, pour le développeur, ce qui est important, c'est ce qu'il voit, c'est-à-dire son API. Moi, j'ai regardé rapidement Cordova récemment. La partie API Tizen, en fait, me semble en gros un mapping assez direct en fait entre les API Cordova et l'API et le Web Framework en fait que j'ai montré tout à l'heure. Il y a des petites subtilités parce que c'est pas un matching 1-1 parfait. Donc il y a des API en fait qu'on retrouve qui sont aisément mappées, puis il y en a d'autres en fait qui ne le sont pas. Donc voilà, je pense que ça va converger quoi. Enfin, en tout cas, pour avoir suivi PhoneGap depuis quelques années, de ce que je vois, en fait, c'est la première plateforme où en fait le mapping est fait bêtement avec un bout de JavaScript, quelques bouts de JavaScript, assez simplement. Et en étant optimiste, je pense que les subtilités sont pas trop dures à gérer pour le développeur, quoi. C'est-à-dire que
il n'y aura pas une limitation de la fin. Et comme je dis, Tizen est un système ouvert. Si vous vous sentez frustré, vous avez un système de rapport de bug. Vous avez même la possibilité de recompiler votre système Tizen, éventuellement d'intégrer vos différentes hacks et compagnie. Donc, ça ne peut pas répondre forcément aux besoins d'avoir des stores et compagnie, mais techniquement, nous on est surtout sur la partie technique, donc techniquement il n'y a pas d'obstacle à ça. Oui, bonjour, une petite question au sujet des slides. Donc en fait on a vu l'appli Facebook apparemment sur votre PC. Juste pour savoir, donc c'est une appli mobile. C'est un widget desktop Tizen on Steam. Non. Ça c'est plus lié à Tizen PC et notamment GNOME qui supporte dans Tizen PC, Tizen Shell, pardon, un système de widget et ça a été développé entièrement par des gens du projet en utilisant les API de Facebook. C'est pas quelque chose qu'on retrouvera sur un téléphone demain, c'est peut-être sous une autre forme, mais ça c'était une appli qui a été faite juste pour montrer un peu parce que JavaScript aussi est un langage qui se propage un peu partout. Ça a démarré dans le web, mais des technologies comme Qt il intègre, GNOME pareil. Donc si vous avez fait un code JavaScript qui va faire du Facebook ou je ne sais quoi, vous aurez juste qu'à faire du copier-coller, le remettre dans le bon contexte, refaire un UI qui va bien, et puis pof, c'est le travail qui est récupéré, quoi. Chose qui est très compliquée sur d'autres plateformes. Si vous avez fait une super appli sur votre téléphone aux fruits, ça sera très compliqué de la sortir de là. Question concernant le store justement par rapport aux applications hybrides, comment c'est géré en fait, est-ce qu'il faut spécifier genre dans un manifeste sur quel type de médias ce sera disponible Très bien, la question est précise, je vois tout à fait la subtilité. Alors techniquement, je ne sais pas exactement comment c'est fait, mais je peux vous dire que dans les spécifications, on garantit que une application native fonctionnera sur différentes architectures Tizen. Donc ça veut dire concrètement, si c'est du natif, ça sera compilé sur différentes. Il y aura différentes codes binaires qui sortira. Probablement tous les codes qui sont supportés dans Tizen. Donc ça sera du Intel pour les architectures Intel Tizen et probablement ARM pour Samsung, etc. Alors, je pense que le développeur va compiler sans savoir tous ces processeurs-là. Il va avoir un package qui va aller sur le store. Après le store, est-ce qu'il va le séparer en petits morceaux ou bien le refourguer au client tel quel. Ça c'est une commodité, mais au final, il n'y aura pas de travail d'adaptation. C'est ça que je pense que ça répond à votre question. Et pour les stores, ça c'est une question qui nous revient souvent. Est-ce qu'il y aura un store, plusieurs stores? Est-ce que l'opérateur aura son propre store? Est-ce que les stores seront incompatibles? On ne peut pas réellement y répondre. Par contre, techniquement, ça a été fait justement pour pouvoir permettre la possibilité d'étendre et de customiser. Et si je m'avance un peu, s'il y a un opérateur comme Orange qui soutient le projet Tizen, c'est bien aussi qu'il voit un intérêt à pouvoir être plus proche de ses clients en l'adaptant à son besoin. Et donc pour les stores, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous prenez le SDK qui est indiqué, que vous faites votre application de je ne sais quoi, je vous laisse libre à vous. Vous pouvez déjà l'uploader sur le store Tizen de référence. Et votre application, si vous êtes vraiment bon, et je sais qu'il y en a, vous pourrez gagner beaucoup d'argent parce qu'il y a eu un concours qui va être lancé en juin, justement, et cet après-midi ça commence déjà. Donc ça veut dire que les applications sont déjà on peut déjà les uploader, et puis quand les téléphones sont là, et le store sera déjà rempli, et c'est l'intérêt aussi pour lancer la plateforme. Et je pense que dans un premier temps, c'est la version Tizen 2.1, donc le SDK qui va avec. Après, est-ce qu'il y aura une compatibilité ascendante ou descendante, je ne peux pas vous répondre. Mais c'est prêt, c'est prêt.
Une dernière question? Merci. C'est justement au niveau des stores, on a vu sur Android des problèmes au niveau de la sécurité des applis, notamment sur les applications payantes. Comment ça va être géré, la sécurité du développement par rapport à ce problème? Ça, c'est une question importante parce que c'est vraiment un problème dans la mesure où il y a eu différents modèles de sécurité qui ont été pensés dans le monde mobile. Il y en a un qui s'est plus ou moins imposé, mais à nos yeux, il ne fonctionne pas vraiment puisque la sécurité est plus ou moins déportée sur l'utilisateur. Parce que j'ai dit l'exemple, s'il installe son serveur laser et que le truc il veut téléphoner pendant qu'il est en train de dormir, si l'utilisateur ne comprend pas ce message-là en disant que l'application se réserve le droit de téléphoner, pour moi le système de sécurité il est biaisé. Mais c'est plus la responsabilité de l'opérateur, c'est la responsabilité de l'usager. Donc Tizen reprend ce système d'avoir une granularité fine sur ce qu'on veut exposer ou pas. Le store va, pour les parties HTML5, il n'aura aucune difficulté. Alors, je sais qu'il y a des procédures de validation automatique aussi, donc c'est-à-dire que s'il y a du code malicieux, peut-être qu'il sera détecté au moment de la publication, et du coup il ne sera pas publié, quoi. Vers la publication de l'auteur vers le store. Ah d'accord, c'est pas d'accord, c'est la sécurité au sens DRM, etc. Je peux pas savoir les garanties précisément qu'il y a là-dessus. J'imagine que tout système a sa faille. Donc, ce qui est la priorité, c'est la sécurité de l'usager dans un premier temps, je pense. C'est la fin. Bon appétit. Bonjour, alors moi je m'appelle Romuald Rosan, je suis développeur évangéliste chez Intel, en Tizen. Donc si vous avez toutes sortes de questions, le mieux c'est de se référer directement à moi. Je m'arrangerai pour vous répondre tant bien que mal, pour trouver les réponses le plus rapidement possible. Je voulais vous remercier d'être venu aujourd'hui pour le premier événement sur Tizen qu'on fait en France. Mais c'est surtout pas le dernier. Il y en aura beaucoup d'événements sont en projet, et donc j'espère vous revoir souvent et rapidement. Là pour l'instant on va faire un petit break déjeuner. Donc on a prévu un certain nombre de choses pour vous pour pouvoir vous nourrir ce midi. On va reprendre un petit peu plus tard avec un live code, vous montrer comment on peut porter rapidement et efficacement une web app sur Tizen. Donc restez parmi nous. Donc du coup on va reprendre dans 3 quarts d'heure. Simplement on va faire rentrer là le petit buffet. Donc c'est vrai que vous êtes beaucoup plus que prévu, mais vous inquiétez pas, voilà, c'est des petites bouchées, vous allez pouvoir en profiter. Par contre j'ai besoin de vous, puisque bon, Tizen c'est communautaire, donc j'ai besoin de la communauté là. Pour un petit exercice, c'est juste si vous pouvez prendre les chaises et les mettre au fond et un peu les empiler. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais autrement, voilà, donc c'est juste pour faire rentrer le déjeuner, voilà. Oh, vous êtes géniaux, je vois cette énergie qui est en train de se produire là, c'est assez incroyable. Tout le monde, voilà, tout le monde.